Oui, il n'y a pas à dire, la technique, ça présente quand même quelques avantages. Oui, bon, l'image est plus réduite de ce que l'on a l'habitude de voir sur un écran TV usuellement, hein. Même le format déjà de l'écran en ordinateur est plus petit. Et puis le piqué d'image devient différent. Pour faire mieux que ça, point de vue image, on rentre dans des équipements qui commencent à coûter une somme assez impressionnante. Et là, je crois que c'est au niveau professionnel, dans certains bureaux d'études où on a besoin de Alors, ce genre de on matériel. reviendra tout à l'heure sur le support de ce genre d'image, parce qu'en fait, tout découle de ces espèces de petites disquettes, plaquettes. Ça, Oui, c'est un CD, c'est audio. c'est audio, uniquement la Donc, musique. c'était les mini-CD tels qu'on les trouvait il Tout y au a quelques début, années. Ça, c'est le CD tout à fait que normal chacun connaît maintenant, qui s'est audio. démocratisé. Il y a encore, bon, le grand disque sur lequel, Vidéo, en qui vidéo sur lequel ressemble on à a un des format films. 33 tours. Et alors, tout à coup, on a des nouveaux CD qui sont absolument identiques à ceux-ci, en tout cas en apparence. Oui, Simplement, c'est ce qu'on met dessus qui n'est pas pareil. exactement. Et puis bon, on se fait du souci avec les formats, hein, pour se rendre compte, ça c'est aussi un petit CD. Hein, donc on ne voit pas beaucoup de différence entre les deux. Non, c'est clair. Mais là, on a de la musique. Ici, on a le contenu d'un livre à écouter ou à visionner. Hein, donc c'est déjà une approche différente. Alors on a le CD audio et on avait le CD-ROM, puisque c'est le sujet de l'émission de ce soir. Puis alors, il y a encore le CDI. Ça, c'est Philips qui l'a lancé. Donc je crois que jusqu'à l'aspect, on ne peut pas dire qu'il y a encore une différence. Mais ça ne pourra pas aller dans le même appareil que ça. Et inversement, ça ne va pas jouer CDI, avec ça d'autres. veut dire CD interactif. Alors CD interactif, en fait, ce sont soit des jeux, soit des visites guidées pour la peinture, pour les musées, pour s'entraîner à faire connaissance, mais ça doit être lu sur une console spécifique qui se raccorde sur un appareil de TV tel que chacun en a dans son salon. Le CD audio, lui, ben, il passe dans la chaîne hi-fi ou dans l'appareil que l'on pourrait avoir dans sa voiture. Et le CD-ROM, eh bien, lui, c'est un lecteur spécial qui va analyser une donnée dite digitale, mais je dirais c'est un support informatique. Donc ça peut être du data, données, base de données. Ça peut être des photos, comme on en a vu quelques-unes, des démonstrations vidéo et aussi une notion interactive. La seule différence, c'est que le CD audio, éventuellement, on pourra l'écouter sur son ordinateur dans le lecteur de CD-ROM. Il y a aussi le format CD Kodak, ce qu'on appelle le CD photo, où Pour on les fait photos, inscrire oui, ses propres absolument. photos. Alors les nouveaux lecteurs de CD-ROM sont maintenant compatibles avec ça, donc on peut visionner ces photos soit sur un écran de TV dans son salon, soit sur l'écran de son ordinateur, et éventuellement faire des montages, genre montage diapositive par exemple. Alors, quel est l'avantage et quelles sont les caractéristiques du CD-ROM par rapport, je vais dire par exemple, aux fameuses disquettes que tout le monde connaît, qu'on met dans un Oui. lecteur, etc., qui comportent déjà un certain nombre de pages? Bah, sur un CD comme ça qu'on appelle CD-ROM, on met 600 mégabytes de données, c'est-à-dire 600 millions d'octets. Sur une simple disquette, hein, qui est une petite chose comme ça en plastique, là-dessus on met 1,44 mégas, c'est-à-dire 1 440 000 octets. Donc divisons les 600 mégas par 1,44, on va se arrive rendre à une compte quarantaine qu'on de met disquettes. non plus que ça, une quantité assez impressionnante de disquettes. Il en faudrait presque 600 pour faire 600 Oui, je voulais mégas. dire environ 400. Donc la quantité devient impressionnante. Oui. Alors ça c'est le premier élément, c'est la densité d'informations. Et puis surtout ça, je veux dire, on ne peut que lire des données pour l'instant, on ne peut pas encore en inscrire. Les appareils qui existent pour l'inscription sont encore trop chers et réservés au domaine industriel. Ça veut dire qu'on peut faire tourner des programmes là-dessus et puis éventuellement enregistrer les données dans l'ordinateur comme on le fait d'habitude plutôt que de faire tout tourner depuis une disquette ou un disque dur. On a vu ce petit programme là sur le striptease de Marilyn, Oui. qui est sur un CD-ROM. Alors j'aurais voulu savoir d'abord, qu'est-ce que ça prend comme place sur un disque, et puis est-ce que ça peut se limiter à ce type de programme, ou bien est-ce qu'on peut trouver des applications, je dirais, plus sérieuses entre guillemets? Alors bon, ce qu'on a vu tout à l'heure comme démonstration, l'animation avec les photos de Marilyn, point de vue place, il y a 6 ou 7 photos sur la démo qu'on a regardée. On en a mis 2 qu'on considérait comme pouvant être montrables. La taille par photo, c'est plus d'1,5 méga par photo. Et pour les plus sophistiqués, c'est-à-dire où le mouvement dure un peu plus longtemps, ou alors il y a un petit peu plus de détails, on peut monter jusqu'à 4 voire 8 mégas pour une simple animation comme celle-là qui dure à peine
8 à 10 secondes. Ce qui veut dire que ça ne rentrerait pas sur une des disquettes dont on parlait tout à l'heure de 1,44 mégas. On pourrait éventuellement, dans certains cas, faire rentrer ce genre de fichier sur une disquette en le compressant, mais ça veut dire qu'on ne pourrait pas s'en servir. Il faudrait l'installer ailleurs, Il faudrait le décompresser sur un disque dur. et après pouvoir l'exploiter. Ouais, Alors, il n'y a pas que ce genre de choses. C'est vrai que c'est un des marchés sur lequel sans doute peu de gens s'attendaient à avoir une évolution. C'est le côté pornographie, si tu veux. Ça se vend de plus en plus. Il y a énormément d'annonces dans les revues maintenant, à tel point d'ailleurs que dans le courrier des lecteurs, ça fait souvent l'objet de polémiques entre la rédaction de la revue et les lecteurs qui se plaignent en disant qu'ils achètent une revue, c'est pour y voir de l'informatique et non pas ce genre d'annonces. Alors ce qu'on trouve sur CD-ROM, on trouve de tout. On trouve des programmes dont l'appellation anglaise est shareware, c'est-à-dire des programmes que l'on peut partager, que l'on s'échange sans payer au départ. On a le droit de l'essayer pendant 30 jours. Si au bout de 30 jours le programme plaît à l'utilisateur, il suffit de renvoyer un droit d'inscription aux États-Unis ou en Angleterre. On trouve des polices de caractère, on trouve des visites guidées. Là, j'ai un CD-ROM, par exemple, qui est consacré à New York. Il est en anglais et en français. Là-dessus, tu vas visiter New York, tu vas voir des photos de la ville, tu vas voir des cartes, tu vas voir des listes de restaurants, des listes d'hôtels, enfin tous les éléments dont tu aurais besoin si tu te rends à New York. Et pour ceux qui connaissent, c'est le côté nostalgique. On trouve l'équivalent de revues papier qui ne sont créées que sur CD-ROM. Ça s'appelle par exemple DigiNews. C'est une revue européenne, il y a un tas d'informations là-dessus concernant l'économie, la télécommunication, les marchés, les échanges, les constructions, l'architecture, et tout ça est sur un CD et on regarde ça à l'écran comme on feuilletterait un journal. Il y a aussi des revues américaines qui maintenant, je dirais, compilent leurs éditions papier, qu'elles mettent sous CD-ROM, voilà, c'est ce que tu as sous la main. Alors là-dessus, en fait, on retrouve les essais de machines, mais aussi on retrouve tous les grands articles de la revue sur une année. Par exemple, ici, on a tous les articles de juin 93 à juin 94, ce qui représente quand même 12 numéros d'articles et tout cela est compilé sur ce CD. On va y revenir peut-être tout à l'heure si tu es d'accord, parce que on mettra en relation, mais il faudra simplement que tu ailles dans ta bibliothèque les chercher, la pile de documents que cela représente avec le CD-ROM qui est à côté. Bien sûr. Mais bon, c'est clair qu'il y a aussi cet aspect... alors je ne sais pas, par exemple, on a vu une publicité à la télévision, le musée du Louvre, on peut maintenant le visiter. C'est, je pense, un peu interactif. Alors je ne sais pas si on entre dans le domaine du CDI ou si c'est encore le CD-ROM comme tel, mais on parvient effectivement maintenant à faire des choses absolument étonnantes. Alors c'est dans le domaine du CD-ROM. Dans le CDI de chez Philips, il existait un équivalent qui était consacré à toute la vie de Van Gogh, qui permettait de prendre connaissance de son œuvre, de voir des productions de tableaux, de voir dans les musées où étaient entreposés ces tableaux, etc., des éléments concernant la technique de travail de Van Gogh. Et en ce qui concerne le musée du Louvre, c'est exactement la même chose. On a été photographier les tableaux, on montre le musée, sa construction, on fait une partie historique, et puis on clique et on va dans des menus. C'est soit l'information sur les peintres, soit sur la technologie des peintres, soit sur le lieu où sont mis ces tableaux, et tu fais ta visite comme tu le veux, et en fait tu pourrais visiter 20 fois le même lieu en l'abordant chaque fois d'une manière différente. Alors, je propose de faire une petite comparaison. Il y a 2 ans, nous avions enregistré à la Foire de Genève une émission où on présentait précisément le CDI, le CD interactif, et il y avait notamment une présentation d'un jeu de golf, il y avait une présentation d'un concert de Pavarotti, il y avait Armstrong, etc. Et on pourrait peut-être juste montrer quelques images de ce reportage d'il y a 2 ans pour qu'on puisse faire la comparaison avec maintenant ce qu'on va voir sur le CD-ROM. Voilà, alors le CD interactif est une évolution, comme vous l'avez dit, du CD audio, puisque un simple disque audio, je peux maintenant soit le jouer sur une chaîne hi-fi conventionnelle avec un amplificateur et des haut-parleurs, mais je peux maintenant, à l'aide d'un lecteur CD interactif que voici, le même disque, je peux l'introduire dans ce lecteur, et lorsque j'appuie sur la fonction Play, j'aurai à l'écran télévision, si je branche mon lecteur CD interactif sur un écran TV, un display qui va apparaître, que vous reconnaissez. C'est en fait, en grand, un display que vous avez sur votre lecteur CD traditionnel. Maintenant, il est clair qu'avec une télécommande appropriée, je vais pouvoir déplacer une petite flèche qui va me permettre, par exemple, de faire des fonctions telles que pause ou de play. Ça veut dire que le lecteur CD interactif à la base lit tous les disques audio conventionnels CD.
En fait, je me permets peut-être cette petite précision pour ceux qui n'auraient pas compris. C'est simplement comme une télécommande qui s'afficherait à l'écran et au lieu d'appuyer sur l'écran les touches, on appuie sur les touches de la télécommande qui est placée à côté. Mais c'est plus qu'une télécommande, effectivement, sinon elle n'aurait pas de raison d'être, n'est-ce pas? Absolument. Ça, c'est pour la première caractéristique du lecteur CD interactif. Maintenant, ce lecteur CD interactif permet de lire le grand frère du CD audio, que tout le monde connaît maintenant, qui est le CD Ready. Ce CD a comme particularité, tout simplement, non seulement d'avoir 74 minutes de son numérique, comme le CD audio, mais en plus, vous allez le voir, a des fonctions absolument extraordinaires. On peut le brancher soit, bien entendu, sur la chaîne IFI pour se contenter uniquement du son, ou sur une télévision pour avoir tout l'effet extraordinaire du disque, c'est-à-dire... Donc là, on envoie, on appuie sur play et on entend non seulement la musique, mais en plus des images figées, car ce n'est pas un CD vidéo, avec des choix très variés. Absolument. J'ai choisi par exemple maintenant un disque de Pavarotti. Et ce disque de Pavarotti, donc outre les 74 minutes de son digital, il a également à l'écran, comme vous le voyez, tous les titres ainsi que la durée des morceaux qui s'affichent. Je peux en plus, si je le désire, la même chanson, mais afficher les paroles à l'écran. Qui défile au fur et à mesure de la musique, ce qui est encore mieux que sur papier. Exactement. Maintenant, non seulement je peux avoir les paroles qui s'affichent à l'écran, mais je peux avoir toutes sortes d'informations. Si je suis un fanatique, par exemple, de Luciano Pavarotti, je peux avoir, par exemple, sous profil, je peux avoir toute l'histoire de Luciano Pavarotti. Et il y a même une séquence où il parle lui-même, où il se présente, où il raconte sa jeunesse. Et cela dure plusieurs minutes, donc je peux en quelques minutes connaître toute l'histoire de Pavarotti. Pas 240 000 pages. Ni les livres du reste, si on veut bien être précis. Très juste, exactement. Mais on pourrait, si l'on voulait, mettre des disques complets jusqu'à 240 000 pages. Alors là, dans le cas présent, on a le disque de Van Gogh, bien entendu en français. Et puis, si je me déplace à l'aide de ce curseur dans le disque, je peux, comme par ici, visiter Van Gogh. Alors je me déplace, je vais dans l'atelier maintenant de Van Gogh, et il y a une histoire de Van Gogh, bien entendu répertoriée soit autour de sa vie, ou éventuellement les 6 périodes qui formèrent sa vie. Et je peux me déplacer d'une manière interactive, puisque je décide ce que j'ai envie de voir, je décide moi-même quand j'ai envie de le voir. Par exemple, j'ai envie de voir sa vie à Saint-Rémy. Là, je clique de nouveau sur Saint-Rémy, et là, il va me parler de la vie de Van Gogh à Saint-Rémy. Les paysages qui forment le golf sont des paysages photographiques. Donc, celui qui est allé une fois sur ce parcours de golf retrouve les mêmes paysages qu'en nature. Effectivement, là, nous apercevons la première image. C'est quand même, c'est pas de la 3 dimensions, mais c'est quand même une très bonne image, assez réaliste, hein. Tout à fait. Donc là, j'ai choisi le parcours complet, les 18 trous. J'ai choisi le nombre de joueurs. Il me donne maintenant donc un joueur. Il me donne maintenant le nombre de parts. Et puis, il y a toujours des petits commentaires très acides de 2 commentateurs TV fictifs qui sont là pour donner leur appréciation personnelle sur le déroulement de la partie. Comme dans chaque vraie partie, il faut commencer par choisir le club avec lequel on va jouer. Comme dans chaque partie, on va quand même contrôler quel est le parcours qu'il faut effectuer. Donc là, je m'excuse, je vous interromps, mais j'ai même aperçu la vitesse du vent. Donc chaque détail est tenu en considération. Absolument. Donc là, aujourd'hui, c'est un jour de vent, mais peut-être que demain, quand je vais rejouer de nouveau sur la même machine, il y aura peut-être moins de vent ou un vent différent. Maintenant, ici, je vais simuler, vous allez voir, un premier coup du joueur. Je vais donner un effet à la balle et une puissance bien particulière. Regardez le graphisme au niveau du joueur. Ce n'est pas un coup très brillant. D'ailleurs, le commentateur, ce n'est pas très vie. Si vous commencez seul, en général, vous finissez le parcours seul. Si vous avez un partenaire avec vous, vous finissez avec. Mais il y a une compétition qui a lieu entre les 2 joueurs. Et puis, je peux évidemment raccourcir le parcours si je veux m'arrêter en cours de jeu. Ça, c'était donc le CD interactif, celui qui a été présenté il y a 2 ans. Alors Bernard, j'aimerais que peut-être maintenant on voit un petit peu le CD-ROM, comment ça se manipule, qu'est-ce qu'on peut trouver dessus, et tu vas peut-être nous faire une petite démonstration.
Alors bon, c'est le même principe que le CDI. Déjà dans son format, il est équivalent. On doit le mettre dans un lecteur. La seule différence, c'est que le lecteur CD-ROM, ben lui, c'est une petite boîte qui est là. Celui-là, il est avec un tiroir et puis on va mettre le CD dedans. Ça, on voit une manipulation qu'on connaît déjà par rapport aux chaînes ou de fidélité. Il existe d'autres modèles où c'est ce qu'on appelle un caddie, c'est-à-dire une petite boîte plastique que l'on glisse à l'intérieur. Pour les problèmes de poussière, beaucoup de gens préfèrent le caddie parce que le CD restera enfermé à demeure dans un boîtier plastique, tandis que là on peut avoir de la poussière qui peut rentrer. Alors une fois qu'il est chargé, ben, ça reste une manipulation informatique. Il faut aller chercher l'endroit où se trouvent les fichiers qui vous intéressent. Alors bon, il y a toute une série de manipulations à l'écran, c'est-à-dire qu'il faut aller demander le lecteur qui vous intéresse. Souvent, le lecteur de CD-ROM est repéré comme étant le lecteur D. Là, on lui demande d'aller chercher un truc qui s'appelle DD, c'est-à-dire le jour du débarquement, c'est une démonstration. Le fichier s'appelle jour J execute, EXE. On l'a trouvé, on dit à la machine que c'est OK. Et maintenant, on va lancer la recherche sur le CD, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en ce moment. La machine, c'est le nom de fichier qu'elle doit trouver, elle essaie de le situer sur le CD-ROM, puis après elle le charge dans la mémoire de travail. Alors c'est à ça qu'on voit qu'il faut quand même des machines assez puissantes, parce que là on a l'impression que ça passe très vite, mais on a passé près de 10 à 15 secondes en attendant que ce fichier soit chargé. Usuellement, ça va beaucoup plus vite. Quand on sait, disons, la rapidité d'un 486, ça veut dire... Là, c'est un 486, ça n'est pas encore un Pentium. Ça veut dire que 15 secondes, ça suppose déjà l'amplitude des milliers de calculs qui sont faits par la machine. Puis là, on a l'écran de présentation, hein, ça peut être n'importe quoi, ça dépend si c'est un jeu, un truc interactif. Alors là, il y a un élément intéressant dont les gens pourront se rendre compte après quand on fera une diffusion de la démonstration, c'est que là, c'est le jour du débarquement, mais on peut avoir la démonstration soit en langue française, soit en langue anglaise. Alors on clique simplement sur l'un des deux drapeaux. Donc finalement, on produit une fois le CD, il est bilingue, il peut donc se vendre dans beaucoup plus de pays, ce qui devient très intéressant au niveau commercial. Alors on va regarder ce que ça donne. Alors on va cliquer sur la démonstration en français. Il se lance, il prend un petit temps et puis après il va lancer une série d'images et du son. Alors donc le CD-ROM est un élément en tant que tel support fichier, mais pour en profiter réellement, pour des démonstrations comme ça, il faut en plus une carte sonore, ce qui sous-entend quand même un investissement matériel, ce qu'on appelle aujourd'hui le multimédia, qui est très à la mode. Ça veut dire exploitation de l'image, exploitation du son. Ça représente quand même un investissement matériel assez conséquent pour en tout cas des machines de qualité. Certaines machines aujourd'hui sont vendues en tant que multimédia, elles ont peu de possibilités d'extension et elles ont des vitesses de travail qui sont encore beaucoup plus lentes que celle-ci. Or celle-ci, de temps en temps, on se dit tiens, c'est pas très rapide. Donc après des bombardements aériens concentrés sur les réseaux de chemin de fer et le mur de l'Atlantique, les forces alliées ont déclenché cette nuit et ce matin à l'aube l'opération Overlord. Plus de 100 000 soldats et parachutistes anglais, canadiens et américains se sont rués à l'assaut des côtes normandes. Le jour que tous les Français attendaient depuis l'invasion allemande est enfin arrivé. Avec le débarquement des troupes alliées, c'est la libération de la France et de l'Europe qui commence. Mille Médias et Montparnasse Multimédia présentent Jour J. Jour J est le plus important ouvrage thématique d'histoire jamais réalisé sur un CD-ROM. Une véritable encyclopédie sur la Seconde Guerre mondiale, le débarquement, la campagne de Normandie et la libération de Paris. Des centaines de photos et de vidéos d'archives vous offrent un point de vue exceptionnel sur ces événements qui, en 1944, ont décidé de l'avenir de la France et de l'Europe. Des dizaines de cartes interactives et d'animations vous permettront de mieux comprendre les opérations qui se sont déroulées des côtes de Normandie aux rues de la capitale.
Donc ceci met en évidence, je dirais, l'importance du matériel qui va servir à utiliser ces CD-ROM, parce qu'on ne va pas pouvoir faire tout avec n'importe quoi. Non, non, tout à fait. Et déjà, si on n'a pas vraiment l'habitude du matériel informatique, je déconseille aux gens d'essayer d'ouvrir leur boîte et d'installer le CD-ROM eux-mêmes. D'abord, par exemple, là, tu vois, on a un mode d'emploi du CD-ROM qui est là. On peut se rendre compte que ce n'est pas très épais, point de vue nombre d'informations communiquées. Et si vous n'êtes pas familier avec la langue de Shakespeare, il n'y a aucun miracle, vous n'allez pas vous y retrouver parce qu'il n'y a rien en français là-dedans. Et ça n'est pas le seul CD-ROM vendu où les manuels ne sont qu'en anglais. Donc l'installation, mécaniquement, c'est assez facile encore, mais après, il y a la gestion de reconnaissance de cet appareil. C'est-à-dire, il faut dire à l'ordinateur, je t'ai installé quelque chose de nouveau, est-ce que tu sais où il se trouve, comment il va travailler et comment tu pourras le faire fonctionner par la suite. Et c'est là que les problèmes commencent. Donc ça, c'est l'aspect didactique, on pourrait dire, d'un CD-ROM. On présente des événements, un musée, une ville, donc des éléments qui sont déjà préenregistrés. C'est en sorte comme on pourrait dire pratiquement comme un petit film ou comme une émission de télévision. C'est une forme de clip vidéo. Là, c'est une démonstration qui incite les gens à acheter le CD complet. J'en ai une ici, par exemple, où on a le Lotus, ce qu'on appelle la suite Lotus, c'est-à-dire tous les logiciels Lotus sont là-dessus. Voilà. On le prend, on l'installe, c'est comme si on avait acheté la grosse boîte de programmes qu'on voit dans les magasins. Donc c'est assez conséquent parce que c'est des programmes qui valent entre 700 et 1000 francs. Et on pourra essayer tous les programmes contenus dans la boîte qu'on vend dans le commerce pendant 30 jours gratuitement. Au bout de 30 jours, le système s'arrête et on ne peut plus exploiter. Si on veut avoir une licence pour continuer, il faut acheter le programme. Alors on a ça pour Lotus, on a ça pour Microsoft et on a de plus en plus maintenant des éditeurs de logiciels qui fournissent une version soit complète, soit réduite sur CD-ROM et on peut pendant 30 jours ou plus tester et se rendre vraiment compte si c'est ce qui vous convient. Parce que c'est vrai que quand on voit par exemple des logiciels comme le Microsoft Pro, Microsoft Office. Microsoft Office Pro qu'on a installé sur ma petite bécane, on ira jeter un petit coup d'œil tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a 27 disquettes et on pourrait remplacer ces 27 disquettes par un seul CD-ROM. Et à ce moment-là, on diminue également le poids puisque maintenant on met également toute l'information écrite. C'est là qu'est le piège en fait. Je veux dire, au niveau de l'installation, ça devient très pratique de se dire qu'on installe X mégabytes de programme à l'aide de cette petite chose. Mais par contre, tous les manuels, le côté papier du manuel n'est pas toujours inutile parce que rechercher, feuilleter quelque chose est souvent agréable. Or, par souci d'économie, les éditeurs maintenant mettent également les modes d'emploi sur le CD-ROM. Moralité, on ne peut lire une recherche d'aide dans un mode d'emploi qu'en la lisant à l'écran, ce qui est souvent pas toujours pratique. Nombre d'entre nous sont un soir montés dans leur chambre avec un manuel sous le bras et en ont feuilleté 10 ou 12 pages parce qu'ils cherchaient un problème. Je mets au défi les gens de commencer à monter dans leur chambre avec leur ordinateur et de se dire que c'est comme si on feuilletait un manuel. C'est pas aussi facile, c'est vrai. Alors là, Bernard, c'est l'explication de ce qu'on disait. Ici, il y a la totalité de l'édition papier qui est contenue sur un CD-ROM comme ça. CD-ROM. Donc il faut effectivement être clair. De tout cela, on retire tout ce qui est publicité, annonceur. On ne conserve que les bancs d'essai, les articles de fond, les présentations par les techniciens, et puis on met tout ça sur cette petite chose. Et puis en plus, là-dessus, on rajoute quand même quelques programmes, ce qu'on appelle des utilitaires. PC Magazine est un spécialiste aussi dans le sens de test de machine, donc ils ont là-dessus toute une batterie de tests qu'on peut installer dans son ordinateur pour voir quelle est la vitesse et quelle est la qualité de la machine que l'on a acquise. Oui, parce que finalement, c'est une véritable jungle. On finit par ne plus très bien savoir à quel microprocesseur se vouer. Joli, hein, c'était pas mal comme c'était dit. On va le garder. On va le garder. Et en fait, maintenant, les gens ont la nécessité, quelque part, d'avoir une documentation qui, indépendamment, je dirais, du matériel informatique lui-même, leur permet de faire des choix. Donc il y a toute une série de publications. On a vu donc PC Expert. Science Séville a publié un numéro en mars spécial. Ce sont les meilleurs CD-ROM pour jouer, découvrir et apprendre. Donc ça, on le trouve actuellement, c'est le numéro du mois de mars, c'est hiver 94-95, donc c'est un hors-série, non c'est un hors-série, c'est pas mars, mais c'est le numéro 23, etc. Donc il peut être commandé sans problème. On a vu évidemment ces petites choses ici, et alors,
Là, c'est toute la série, je dirais, des revues qui sont spécialisées, quelques-unes. Il y a le Windows New, le Windows Plus, Info PC, des guides spéciaux, 2000 logiciels, les CD-ROM, etc. Et quand on a acheté un logiciel, qu'on essaye de sortir, je dirais, un petit peu le nez en dessus du niveau général, on voudrait se renseigner un tout petit peu, se faire une formation. Il y a encore toute une bibliothèque qui existe où on peut acheter, et ça, ce sont les livres. Alors bon, le grand problème de l'informatique, c'est que ça coûte de l'argent pour acheter le matériel, ça coûte de l'argent pour acheter les logiciels, et après pour apprendre à s'en servir, voire les maîtriser, ça coûte encore de l'argent, parce que les manuels d'utilisation ne sont pas toujours très clairs de la part des constructeurs, des fabricants. Donc il s'est développé passablement de sociétés dans le monde, telles que Micro-Applications, telles que Cibex, qui font d'excellents ouvrages et qui permettent aux gens d'aller un peu plus en profondeur parfois dans les logiciels et de mieux comprendre le fonctionnement. Alors là aussi les choses évoluent. Un tel livre est vendu avec une disquette d'information et un CD-ROM. Des revues comme celle-là, et notamment la dernière qui s'appelle Info PC, est une revue qui est disponible en deux versions. C'est ça. On la vend soit avec la version disquette, soit avec une version CD-ROM. Et de plus en plus, dans les ouvrages d'informatique, on va nous proposer maintenant des CD-ROM. Donc je veux dire, on s'y retrouve parce que quand on sait qu'une revue comme ça coûte en moyenne entre 10 et 12 francs, et qu'on sait le coût d'un CD-ROM, en disant que le CD-ROM est gratuit et fourni avec la revue, ça commence à défier l'entendement. D'autant plus que ces revues ont toujours pour principe d'avoir à côté des logiciels de démonstration, comme par exemple ici, il y aurait une démonstration d'Excel 5 et de Word 6 qui est valable jusqu'au mois de mars. Il y a toujours quelques jeux ou quelques utilitaires qui sont alors eux offerts au titre, disons, de bonne fréquentation pour leur clientèle, etc. Voire dans certains cas, pour gagner du temps, à l'intérieur des revues, on trouve parfois l'écriture de programmes, où on a le listing, il faudrait le ressaisir à la main, et puis sur les disquettes, eh bien, on fournit quand même la copie de l'écriture programme, il n'y a plus qu'à le compiler, et dans certains cas, ça fait gagner un temps énorme. Mais est-ce que ce n'est pas un paradoxe? On a laissé encore de côté les 99% de ta bibliothèque, parce qu'il y a encore des trucs dans tous les coins. N'est-ce pas un paradoxe qu'au moment où on commence à parler de l'informatique, qui est un média du 21e siècle, ça provoque, je dirais, une recrudescence d'édition papier. Je ne parle même pas lorsqu'on utilise un programme quelconque, on sait le nombre de copies que ça peut créer quand on a quelque chose qui tourne pas rond, on veut le refaire ou on veut l'améliorer, etc. On n'a pas toujours la sagesse de faire des contrôles images à l'écran. Donc on fait un essai papier, puis il y a des rames entières qui finissent par partir à la poubelle. N'est-ce pas une sorte de paradoxe de voir que l'informatique qui aurait dû apporter, je dirais, une simplification, en réalité, a augmenté presque l'utilisation du papier? Non, je crois que le domaine informatique a été trop rapide par rapport à la connaissance des utilisateurs. Même les professionnels, les gens qui s'investissent là-dedans régulièrement, sont obligés, je veux dire, de dépenser des heures et des heures pour suivre les programmes. Les éditeurs vont parfois aussi tellement vite que les programmes mis sur le marché comportent des erreurs. Pour savoir quelles sont ces erreurs, comment les contourner, il faut trouver d'autres sources d'informations qui ne sont pas obligatoirement sur papier, mais sur ce qu'on appelle des serveurs. Et puis en dehors de ça, je crois qu'aussi l'utilisateur, je dirais pas au niveau professionnel, mais au niveau familial, commet lui aussi souvent beaucoup d'erreurs de manipulation par méconnaissance. Par exemple, on parlait de l'imprimante tout à l'heure en disant les gens sortent énormément de documents. Ça veut dire qu'ils ne savent pas que dans leur programme, il y a une petite fonction qui s'appelle présentation avant impression. Absolument. Qu'il faut savoir gérer à l'écran, qu'il faut savoir détailler, où on peut faire un effet zoom, un effet loop, et on peut ainsi éviter d'envoyer effectivement X fois le même fichier sur une imprimante en disant c'est toujours pas la mise en page que je veux. Donc je crois qu'il faut tous faire son mea culpa, mais si on veut un jour s'intéresser vraiment au phénomène papier par rapport à l'informatique, on pourra refaire une séquence, non plus sur le CD-ROM, mais sur les cartes fax, et se dire que demain, on pourra arrêter de faire du papier. Eh bien, c'est parfait. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Oui. Quel est l'avenir, à ton avis? Dans quel sens est-ce qu'on va se diriger? Est-ce que les CD-ROM vont devenir inscriptibles? Ils le sont déjà, mais ils le sont non pas au niveau expérimental, mais au niveau industriel. C'est des machines qui valent encore dans les 8 à 10 000 dollars. Mais le CD-ROM en tant que réinscription et inscription de programme, oui. On avait d'abord la première version qui s'appelait on lit
autant qu'on veut, mais on n'inscrit qu'une fois. C'était le W-ROM, c'est comme ça qu'on l'appelait. Maintenant, en fait, on peut effacer, relire, recommencer sans aucun problème. Mais c'est encore cher, ça va demander quelques années avant que les prix baissent. Rappelez-vous que le CD-ROM, il y a seulement 2 ans, valait à peu près 1500 à 2000 francs suisses pour un lecteur. Il en vaut aujourd'hui 300 francs suisses. Ça en moins de 2 ans. Donc, je veux dire, un petit peu de patience, c'est comme l'ordinateur. Un 486 valait entre 8 et 10 000 francs suisses il n'y a pas si longtemps. Il en vaut maintenant à peine 2005. Donc on parvient à avoir un ensemble multimédia de bonne qualité pour moins de 4000 francs. La fourchette, c'est 5000 francs à peu près pour un excellent équipement, oui. Eh bien, c'est la fin des soldes, mais il y aura encore les soldes de juillet, donc c'est encore assez tôt pour nos chers amis téléspectateurs qui ont pris la véritable cour d'informatique pour essayer de compulser un peu tous les catalogues qui passeront à votre portée. Et en tout cas, bon CD-ROM.